Merci, 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 merci. Merci. Merci d'être là un samedi matin, de me permettre de faire 2 réunions dans la journée. Merci, Bruno. Dis-moi, Bruno, heureusement que tu es un débutant, qu'est-ce que ça sera? Va falloir qu'on fasse attention, hein? Bruno, je veux te dire mon amitié réelle. Et je veux que tu sois porteur d'un message. Dans la République telle que je la conçois, on soutient les forces républicaines de sécurité. On est du côté des forces républicaines de sécurité. Les citoyens n'ont pas peur de la police, n'ont pas peur de la gendarmerie. Et nous ne mettons pas sur le même plan les victimes et les coupables. Merci Philippe d'être ici. Philippe, je suis sensible à ta présence et tu as dit des mots sur l'unité qui me touchent. Le spectacle qui a été donné par notre famille politique depuis 2 ans et demi est un spectacle humiliant, spécialement pour les militants de la Seine-Saint-Denis qui ne demandent rien, qui n'exigent rien, mais qui avaient le droit d'être respectés et de ne pas assister au déballage auquel nous avons assisté. Les choix n'ont pas été les mêmes entre vous deux. Mais moi, je veux vous dire une chose. Dans ma famille politique, je n'ai pas d'adversaire. Et je préfère être un peu aveugle, un peu sourd, plutôt que diviseur. Parce que si j'ouvrais trop grand mes oreilles et trop grand mes yeux, ça ne serait pas bon pour la famille. J'ai une responsabilité. La responsabilité de rassembler tout le monde parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et je le dis devant un certain nombre de mes amis ici, premier dans lequel se trouve Valérie, qui portera notre drapeau, notre étendard aux élections régionales, et je suis sûr que tu nous apporteras un magnifique succès. Tu sais que je te demanderai de coordonner l'ensemble du combat pour les régionales. Voir Bernard Laporte ici. Bernard. Je me reconnais tellement dans ce tempérament qui te permet de dire ce que tu penses. Et même quand tu fais l'effort de ne pas dire ce que tu penses, ça se voit ce que tu penses. Merci à tous ceux qui sont ici. J'ai un clin d'œil particulièrement amical avec un vieux compagnon, puisqu'on a commencé ensemble, Éric. Et je sais que la vie n'est pas toujours facile. Mais ta place, elle est parmi nous. Et j'ai été content que Philippe te salue aussi. Dans la vie, on a des hauts, on a des bas. Mais je voudrais vous faire réfléchir à ça. Dans une famille, quand certains membres de la famille ont des bas, on les soutient, on les aide, on les encadre. Sinon, on n'est pas une famille. Sinon, on est une troupe, on est une bande, on est une secte. Nous, on est une famille. Et on est amis quand ça va bien, et on est amis quand ça va moins bien. Parce que sinon, c'est autre chose. Et quand les Français nous regardent, et qu'ils nous voient nous déchirer lamentablement, ils se disent ce qu'ils sont capables de faire entre eux, ils seraient capables de le faire à nous. C'est donc des buts que l'on marque contre notre propre camp, quand on n'est pas capable de se tenir, de s'aimer, de s'entraider et de s'additionner. Ça ne veut pas dire qu'on va tous penser la même chose, mais que l'envie d'être ensemble doit être plus importante que nos différences et nos divisions. D'ailleurs, il faut que je vous dise les choses simplement. À ma connaissance, il n'y a pas d'élection présidentielle en 2014. Il n'y en a pas en 2015. Il n'y en a pas en 2016. La question aujourd'hui
n'est pas de savoir lequel d'entre nous ira. La question, c'est de reconstruire une famille politique digne de ce nom, avec un projet politique digne de ce nom. La question, c'est celle du collectif et non pas des individus. Geoffroy, Nora, Édouard, si chacun d'entre nous, nous arrivons avec notre propre projet, regardant notre propre nombril, ne pensant qu'à nous, que deviendra la famille et que deviendra la France? La situation de la France est extrêmement préoccupante. Nous ne sommes pas malheureusement au sommet de la crise, nous sommes au début de la crise. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait depuis 2 ans et demi. Nous nous trouvons dans une situation qui provoque de la colère, de la violence, parce que quand on sème le mensonge, on récolte la colère et la violence. Crise économique, crise sociale, crise politique. Espérons que demain, il n'y ait pas une crise financière. Voilà la situation qui est devant nous. Face à cela, notre responsabilité est immense. Je ne suis pas revenu dans la vie politique pour prendre une revanche. Quelle revanche voulez-vous que je prenne? Je m'appelle Sarkozy, Béchiza. Quelle revanche? J'ai commencé ici, il y a des témoins, Éric. J'étais au bout de la salle. J'avais 20 ans. J'étais pas militant, j'étais le dernier des militants. Et j'ai gravi tous les échelons, plutôt, sauté toutes les barrières. Ça n'a pas été simple. Mais la vie, la République, si j'avais imaginé que je terminerais président de la République, jamais. Je l'espérais, il faut que je vous dise la vérité. Mais c'était tellement loin, quand du fond de la salle, je les voyais sur la tribune. Si vous saviez comme ça semblait loin, et en même temps, si vous saviez comme ça m'a paru court. Et donc, si je suis revenu, c'est parce qu'on a en nous la France. J'y peux rien. Les journalistes souvent me demandent, mais pendant 2 ans et demi, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, ça ne vous regarde pas. Mais à vous, je vais vous dire la vérité. Je regardais, j'écoutais, et il y avait tant de choses que je ne comprenais pas. J'avais envie de parler, j'avais envie de m'expliquer. Je le dis devant Bernard, devant Nora, qui ont été des ministres qui m'ont fait honneur et qui, surtout, ont compris qu'être ministre, c'est un honneur dans la vie. Et quand j'en voyais certains qui avaient eu l'honneur d'être au gouvernement de la France et qui se plaignaient, qui n'étaient pas fiers, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Alors, au fond, comme je suis chrétien, de culture et de racines, parce que les racines chrétiennes de la France, ce n'est pas un choix politique, c'est une réalité. La France n'est pas que chrétienne, mais la France a des racines chrétiennes. Et quand on oublie ces racines, il semble qu'il y en a que j'ai fait souffrir. Rassurez-vous, je ne les ferai pas souffrir. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été dans mes gouvernements, qui le méritaient, et qui, eux, ont continué à se battre et pas à se plaindre. Mes chers amis, l'alternance, elle repose sur nos épaules, sur notre capacité à nous unir, notre capacité à trouver des idées nouvelles. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Je veux vous dire un mot du Front National. Ici, il y en a un certain nombre de nos électeurs qui ont été déçus, et je répondrai à vos questions, je m'en expliquerai. Qui ont été agacés, et je répondrai à vos questions, je m'en expliquerai. Mais mes chers amis, je veux vous dire bien en face une chose. Je n'ai aucune leçon à recevoir de Madame Le Pen, qui a servi sur un plateau l'élection de François Hollande. Elle est complice. Elle est complice de ce qui s'est passé et de ce qui se passe aujourd'hui. C'est elle et les dirigeants du Front National qui ont fait le succès de François Hollande, qui ne viennent pas se plaindre aujourd'hui de la réalité. Moi, j'ai combattu François Hollande. Moi, j'ai combattu les socialistes. Moi, j'ai combattu les écologistes. Moi, j'ai combattu les communistes. Elle, Madame Le Pen, elle a été aux côtés, sans faiblir et sans faillir, de François Hollande. Au moment de la récolte des responsabilités, qu'elle récolte les siennes, et moi, les miennes. Je n'ai pas menti, je n'ai pas trahi. J'ai été à vos côtés, elle a été du côté de François Hollande. Ça, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire que je reproche à qui que ce soit d'avoir voté pour le Front National. Parce que moi, quand on souffre, je ne reproche pas aux gens leur souffrance. Quand on a peur, je ne reproche pas aux gens leur peur. Et quand on n'est pas content, je ne reproche pas aux gens leur mécontentement. Mais ils doivent entendre la vérité. J'ajoute, je me demande encore comment il peut se trouver un journaliste pour parler du Front National comme de l'extrême droite. Elle a le programme économique de M. Mélenchon. Ça lui plaît, l'extrême gauche. Donc je dis à nos électeurs, si vous voulez le programme de M. Mélenchon, votez pour le Front National. Elle n'est pas d'extrême droite, elle est d'extrême gauche. Si vous voulez le SMIC à 2 000 € et la retraite à 60 ans, votez pour Mme Le Pen. Parce qu'il y a un moment, mes chers amis, où la République, c'est de dire sa vérité. Je ne dis pas la vérité, mais c'est de dire sa vérité. Et cette vérité-là, elle est incontournable. Donc si nous ne nous rassemblons pas et nous ne portons pas l'alternance, qui le fera? Je ne peux pas accepter l'idée que mon pays, le nôtre, la 5e puissance du monde, est à choisir entre l'humiliation d'aujourd'hui. On a bien compris ce qu'était la normalité. C'est le langage socialiste pour la médiocrité. C'est sûr. C'est plus facile de dire je suis normal que de dire je suis médiocre. Mais nous, on a compris. Et l'humiliation que serait pour nous l'isolement de la 5e puissance du monde dirigée par le Front National. Et c'est pour ça que toutes nos disputes, toutes nos divisions sont humiliantes et seraient honteuses par rapport au risque que court notre pays aujourd'hui. Alors on m'a dit « Ah, mais tu as été président de la République », je sais. C'est pas de ton niveau revenir président de l'UMP. Ah bon? Qu'est-ce qui décide de ce qui est du niveau et de ce qui n'est pas du niveau? Qu'est-ce qui fixe les gens qui ont le droit de réfléchir et ceux qui ont le droit de parler? Qu'est-ce qui décide? On m'a dit « Mais c'est curieux, tu parles de la France aux militants. » Ah bon? Vous voulez que je leur parle de quoi? Et si le samedi matin, au lieu de se reposer en famille, au lieu d'aller faire des courses, au lieu de vous occuper de vos enfants, vous êtes ici, c'est parce que vous aimez plus la France que les autres. Parce que vous êtes plus concernés par la République que les autres. C'est ma responsabilité, naturellement. Et je l'assumerai. Et je l'assumerai, cette responsabilité. Un mot avant de répondre à vos questions sur un sujet qui est celui du positionnement. C'est fantastique, la capacité de la société médiatique à réduire les choses, toujours à les voir par le petit bout de la lorgnette. Et il m'a dit, vous allez revenir par la droite ou par le centre? Ben, je dis, ça dépend, parce que vous êtes à ma droite, mais quand vous regardez la tribune, vous êtes à gauche. C'est une question d'angle. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je ne veux pas que la nouvelle formation que nous allons construire, plus large, plus grande, plus forte, s'adresse aux riches ou aux pauvres, aux campagnards ou aux citadins, à la droite ou à la gauche, aux instruits ou à ceux qui n'ont pas été à l'école. Je veux que ça soit la formation politique de la France et des Français qui portent la République comme ligne matrice de l'idéal qui est le nôtre. C'est ça que je veux. Et pourquoi je devrais m'en tenir simplement à ceux qui se reconnaissent de droite? Bon, il faut que je vous avoue un truc. Je n'ai jamais été de gauche. Même jeune, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Mais je ne veux pas que nous nous enfermions dans une division de la France en communautés, en castes. Je veux parler à tout le monde. Je veux que personne ne se sente exclu. Bien sûr qu'il va falloir que nous réduisions de manière assez drastique les dépenses de l'État et sans doute le nombre de fonctionnaires. Mais je ne veux pas que les fonctionnaires qui font leur travail se sentent exclus du message politique qui est le nôtre. Ce ne sont pas les fonctionnaires à qui nous en voulons. C'est le système que nous voulons changer. Ça n'a rien à voir. Lorsque
Bruno parle de la famille, je me reconnais dans ce qu'il dit. Mais moi, je ne veux pas qu'on reproche à qui que ce soit sa sexualité, parce que personne ne choisit sa sexualité. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'en ai plus qu'assez qu'on parle de la sexualité dans les débats publics. C'est une affaire privée qui doit le rester. Ce n'est pas une question de droite ou une question de gauche. Je veux aller même plus loin, et je n'ai pas changé de ce point de vue-là. C'est consternant. Quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a accumulé un patrimoine, petit, moyen, ou même grand, si vous voulez, et que le rêve de sa vie, c'est de le transmettre à ses enfants, c'est qu'on est un bon citoyen républicain, plutôt que tout dépenser, tout jeter par la fenêtre, quand on accumule pour se dire, comme ça, mes enfants pourront faire des études que je n'ai pas faites, pourront avoir un niveau de vie que je n'ai pas eu. C'est le sens de la vie, quand même. On ne va pas le leur reprocher à ces gens-là d'avoir fait cela. Et j'aurai ce débat, cher Philippe, cher Bruno, avec mes propres amis. Je ne crois pas que dans un pays où il y a en vérité 3 impôts sur le revenu, l'IRPP, impôt progressif sur le revenu, la CSG, impôt proportionnel sur le revenu, et la taxe d'habitation, qu'est-ce que c'est si ce n'est une forme d'impôt, de contribution sur le revenu? Ce que je veux dire par là, c'est que l'impôt sur les successions n'est pas un instrument de la redistribution et de la justice. Parce que quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a gagné de quoi avoir un patrimoine, ces impôts, on les a payés. On n'a pas besoin de donner à l'État en plus, au moment où on le transmet à ses enfants, le fruit d'une vie de travail. La vraie justice, c'est que celui qui n'a pas hérité puisse, grâce à son travail, dans le cadre de la République française, laisser à ses enfants un jour un patrimoine en héritage. Et l'injustice, c'est que celui qui a travaillé toute sa vie ne puisse pas laisser le produit d'une vie de travail à ses enfants. Voilà ce que je pense. Mais il y a d'autres exemples. À l'école, l'égalité. Ce n'est pas que le professeur donne le même temps à chacun des enfants dans la classe, c'est que le professeur donne à chacun le temps dont il a besoin. Il est certains de nos enfants qui n'ont pas besoin d'avoir des petits cours ou un professeur qui, à la fin de la classe, vienne leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris en classe. Il y a en revanche certains de nos enfants, pour des raisons personnelles, culturelles, sociales, ce que vous voulez, qui ont besoin de davantage d'attention. On est juste dans la République quand on donne plus à celui qui a moins, et non pas quand on coupe les heures de travail d'un professeur exactement à égalité entre des enfants qui ne sont pas les mêmes, qui ne se ressemblent pas et qui n'ont pas les mêmes besoins. L'égalité, ce n'est pas le nivellement. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, on s'étonne que les jeunes veulent partir. Pas simplement les jeunes de familles aisées. Que des jeunes partent à l'étranger, ça me va tout à fait. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'ils partent parce qu'ils se disent qu'en France, ils ne pourront plus réussir. La question n'est pas de savoir quel contrat ou quelle mesure faire pour eux. La question, et je veux que nous ayons ce débat, elle est sur la légitimité de la récompense, sur la réalité du mérite, sur la justice du classement, sur la nécessité d'avoir des notes. Nous n'aurons pas la même vie, nous n'aurons pas le même salaire, nous n'aurons pas la même maison, nous n'aurons pas le même appartement. Il y a des gens qui sont hyperactifs. J'en connais. Il y en a d'autres qui sont contemplatifs. J'en connais moins. Il y en a qui aiment prendre des risques, d'autres moins. Il y en a qui sont manuels, il y en a qui sont intellectuels. Il y en a qui veulent investir, qui ont la bosse du commerce, qui veulent créer leur entreprise, leur commerce, leur restaurant. Il y en a d'autres dont le rêve, c'est d'avoir un statut. Le sens de la vie, de la société dans laquelle nous voulons vivre, de la République française, c'est que chacun de vos enfants ne soit pas comme l'État ou la société voudrait qu'ils soient, mais soit comme ils sont eux-mêmes et qu'ils aillent au bout des possibilités qui sont les leurs, qui ne sont pas celles de leurs parents et encore moins celles de l'État ou celles de la société. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. De ce côté-là, j'ai un bilan, moi aussi. Avec le même sang, la même éducation. Ils ne vous ressemblent pas, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est d'ailleurs le miracle de la vie.
Ils ont leur particularisme, leur singularité. Ils sont des individus à part entière, indépendants de vous. Alors imaginez dans une société. Donc je veux qu'on puisse parler de la réussite. Je veux qu'on puisse parler de l'ambition. L'argent, la question de gagner plus n'est pas un sujet tabou. J'ai toujours pensé que ceux qui ne parlaient que d'argent et ceux qui détestaient l'argent, c'était les mêmes. C'est une névrose. Regardez, François Hollande, pendant la campagne, il disait « j'aime pas les riches ». Et maintenant, on a compris qu'il n'aimait pas les pauvres non plus. Au fond, il n'aime personne. Mais quelle drôle d'idée. Ça vous viendrait à l'idée, vous, de dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand quelqu'un a travaillé dur, j'admire ce qu'il a fait. Je regarde ce qu'il a fait. Je veux d'ailleurs vous dire une chose, que dans la République, je n'avais pas du tout l'intention de vous parler de ça, mais bon, ça vient comme ça. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Je veux dire que dans la République qui est la nôtre, je déteste cette religion de la transparence absolue, qui ne joue que sur les sentiments les plus bas de la société, la jalousie, l'envie, la dénonciation, la détestation. Voilà où ça nous amène. Faire croire que tout est truqué, que tout est moche, que tout est laid, que tout est bas, que tout est mensonge. Je n'aime pas cette conception de la République, parce que la République, elle reconnaît, chère Valérie, à chacun d'entre nous, ses petits et ses grands secrets. Elle reconnaît le mystère de la vie. Je vois déjà le procès qui va m'être fait. Entre la dissimulation et le mensonge, et cette transparence absolue qui vise à détruire tout ce à quoi vous croyez, qui consiste à montrer aux plus jeunes que tout est moche, qu'on ne peut faire confiance en personne, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la destruction de la République et de la démocratie. Voilà ce que je pense. Et enfin, je le dis d'ailleurs, je ne suis plus parlementaire et je ne redeviendrai pas parlementaire, c'est sûr. Je le dis d'ailleurs à mes amis élus qui sont ici. Et je le dis devant vous. Moi, j'ai toujours respecté celui qui avait le courage de s'engager et de se présenter aux élections. Je l'ai respecté, qu'il soit élu ou qu'il soit battu. Et je les ai même respectés quand ils n'avaient pas mes idées. Parce que pour moi, celui qui a le courage de s'engager, il sera toujours plus respectable que celui qui reste assis, les bras croisés sur sa chaise, en regardant l'autre aller au combat. Voilà ce que je pense. Et je n'ai pas changé. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous ouvrez la télévision et vous avez la catégorie que j'aime le moins, les experts. Parce que si l'expert il était si bon que ça, il deviendrait un acteur. Pas un expert. Ça consiste à parler pour les autres de ce qu'il aurait fallu faire et que l'autre n'a pas fait, mais que soi-même on s'est bien abstenu de faire. Donc, moi je me sens de la famille des responsables politiques qui s'engagent. Et puis mes chers amis, et je terminerai par ça avant de répondre à vos questions, je sais bien que la question de la crédibilité de la parole politique est en cause. De nous tous. Comment on répond à ça? De deux façons, me semble-t-il. D'abord en bannissant le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Oh, j'en ai fait des erreurs dans ma vie. Et notamment celle parfois d'être trop franc. J'aurais dû m'abstenir. Mais j'y peux rien. Même quand je ne dis pas exactement ce que je pense, comme Bernard, ça se voit. Et les Français, pour moi, sont capables d'écouter, d'entendre un discours, y compris lorsqu'il n'est pas facile, à la condition, c'est que celui qui le prononce, les gens pensent qu'il le croit, ce qu'il dit. Ce n'est pas la vérité, il y en a plusieurs, et je le vois très bien qu'il y a plusieurs vérités. Mais refuser obstinément le mensonge. Et accepter dans notre famille politique, c'est ma deuxième préconisation, qu'on débatte des véritables questions, et non pas des questions qui n'intéressent personne. Il va falloir aller au bout de certains de nos débats. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Parce qu'on ne peut pas dire ce que sera l'avenir de l'Europe si on ne décide pas entre nous du choix de notre partenariat avec les Allemands, qui sont notre premier client, notre premier fournisseur.
Au moment des européennes, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on ne disait rien. Parce qu'on ne comprenait pas où on voulait aller. On veut diverger avec l'Allemagne, on veut converger. Je veux qu'on parle des institutions de la République. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a trop de parlementaires ou pas? Dans un pays de 65 millions d'habitants, nous devons avoir ce débat entre nous. Qu'est-ce qu'on fait avec l'administration quand on a le sentiment que les politiques font une politique et que l'administration en applique une autre? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question du changement de couleur politique aussi des directeurs d'administration centrale plutôt que l'hypocrisie qui est le système actuel? Je veux que nous ayons ces débats entre nous. Ce sont des débats nobles. Je souhaite que nous allions plus loin dans des questions extraordinairement difficiles, mais que je veux évoquer devant vous sur l'immigration. Je sais d'où je viens et je connais la géographie. La France s'est toujours construite sur la mixité, sur le métissage. Je suis l'enfant de ce métissage. Et je sais bien que les sociétés n'ont jamais décliné par le métissage, mais par la consanguinité. Mais il y a une question qu'il va falloir poser maintenant. Est-ce qu'on peut continuer l'accueil de nouveaux étrangers alors que notre système d'intégration est un échec complet, colossal et incontestable? Est-ce qu'il ne faut pas mobiliser toutes nos forces pour intégrer avant d'organiser une immigration continue que plus personne ne peut maîtriser aujourd'hui? Ce n'est pas un sujet simple. Nous devons traiter ce sujet en pensant qu'il s'agit d'êtres humains. Mais je dénie à quiconque le droit de nous interdire d'en parler. Intégration ou immigration, c'est un sujet. Je veux aller plus loin avec vous. Tout le monde se rassemble sur le mot intégration. Plus personne ne sait ce que ça veut dire. Je veux que nous ayons un débat sur: on fait l'intégration ou on va à l'assimilation? C'est un sujet. Je vais expliquer la différence. Parce qu'on a fait croire à des gens qui pouvaient devenir juridiquement français en restant exactement ce qu'ils étaient. Pour moi, devenir français, c'est parler le français, accepter la culture française, reconnaître le mode de vie français et s'exprimer dans le cadre de la République française. Ce n'est exclure personne. Simplement, demander à chacun ce que disaient Philippe et Bruno. Depuis 20 ans, je n'entends pas dire qu'une chose. Qu'est-ce que la République est prête à faire pour moi? Moi, je veux demander à chacun, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour la République maintenant? Et quand je tiens ce discours ici en Seine-Saint-Denis, je le tiens aussi pour nos compatriotes qui ont d'autres origines et qui ont toute leur place avec nous. Je vous rappelle, qui a nommé pour la première fois garde des Sceaux Rachida Dati? J'avais une idée dans la tête quand je l'ai fait. Qui a demandé à Ramayad d'intégrer le gouvernement de la France? J'avais une idée quand je l'ai fait. Cette idée-là, c'était de rassembler pour que tout d'un coup, quelles que soient vos origines, que vos parents soient marocains, algériens, le mien est hongrois, que vous soyez né à Dakar ou que vous soyez né à Paris, vous vous disiez, quand je regarde le gouvernement de la République, il y a des gens qui me ressemblent et des gens qui me parlent. Ce n'est pas refusé, ce n'est pas du communautarisme, ça. C'est tout le contraire. Le communautarisme, c'est chacun dans sa communauté. Dans la République, il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Mais faut-il encore que la communauté nationale ait le visage de la communauté nationale d'aujourd'hui, pas du 19e siècle? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que souvent, et je termine par là, mais elle est très belle cette salle, qu'est-ce que tu lui reproches? D'ailleurs, la salle, ça m'est égal. Moi, ce qui compte, c'est les gens. Parce que la salle... C'est assez difficile de discuter avec une salle. Je n'aime pas le communautarisme. Je vous le dis comme je le pense. Quand un juif de France est attaqué, insulté, blessé, bousculé, ce n'est pas le problème de la communauté juive de France, c'est le problème de la communauté nationale, parce que l'antisémitisme, c'est une tache sur le drapeau tricolore.
Et quand on fait un amalgame scandaleux avec nos compatriotes musulmans de France, on insulte la République française. Ce n'est pas le problème de la communauté musulmane de France. Parce que pour moi, il y a une communauté. Mais, et dans l'équipe qui dirigera notre famille politique, il faudra aussi qu'on accepte ça. On m'a reproché l'ouverture, souvent on me pose la question. La quasi-totalité m'ont trahi. Bon, à quelques exceptions prêtes, c'est d'ailleurs pas les seuls, si j'en juge par l'actualité, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut regarder loin. Mais l'idée que vous ressembliez à la France, l'idée que tous, vous vous disiez, je vais venir avec eux, parce que ça veut dire que l'ouvrier pourra parler avec l'ingénieur, que la femme de parents italiens, j'en connais une, pourra discuter avec le beurre ou l'Africain venu en France. L'idée que le bac plus 18, plus discuter avec le manuel. L'idée que l'ouvrier et l'ingénieur puissent partager en même temps la même discussion. C'est ça la formation politique que je veux faire. Je ne veux pas tous les mêmes. Enfin bon, je sais bien, j'ai eu toute ma vie des collaborateurs quand il fait l'ENA et Polytechnique. Quand il ne fait pas Polytechnique, je disais, mais vous avez eu une maladie de jeunesse, il y a eu un problème grave dans la famille. Donc, c'est la France dans sa diversité. Mais nous devons parler franchement à chacun. Nous ne pouvons pas accepter tous les comportements. Il y a des choses qui ne se font pas. Le problème de l'insécurité, le problème de l'immigration sans contrôle, ce n'est pas une question de racisme, ce n'est pas une question d'autoritarisme, c'est une question de république. Et c'est toujours suspect quand les gens refusent de parler d'un sujet. Dans un couple, quand on arrête de parler, 10 ans après, on se réveille et on a des problèmes. Quand on parle, on évite les problèmes. Et bien dans la société française, je souhaite que la formation politique qui est la nôtre accepte de parler, porte un diagnostic, et une fois que le diagnostic est posé, apporte ses propres réponses. Je vous remercie. Mais posez-moi des questions. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci. Non, mais si vous êtes content à la fin, vous applaudirez pour tout. Allez-y. Monsieur le Président, oui. Une question Internet de Maxime. Monsieur le Président, quelle est votre position sur le refus de livrer à la Russie les navires Mistral, navires que la Russie nous a pourtant achetés légalement? Bon, si vous me permettez, c'est un sujet très important et j'en profite pour saluer nos amis de Nouvelle-Calédonie parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Et j'irai une nouvelle fois en Nouvelle-Calédonie. Je suis fasciné de la capacité de certains nombres d'acteurs politiques et d'observateurs à oublier la géographie et l'histoire. Je vais répondre à votre question. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. C'est une erreur majeure. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, on ferait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine.
C'est une erreur majeure. Ça ne veut pas dire, ce que je dis, que M. Poutine a raison sur tout. Sur la forme, je pense qu'il a eu tort. Mais moi, j'ai l'expérience de ça. Quand les Russes se sont agités avec la Géorgie, je me suis précipité à Moscou et à Tbilissi, et nous avons pu trouver le moyen d'arrêter les chars russes à 40 km de Tbilissi et de stabiliser la situation. Pourquoi personne n'a été discuté avec M. Poutine? Pourquoi on n'a pas dit à M. Poutine, voilà la ligne rouge, voilà ce qu'il faut arrêter? La France a signé un contrat. À ma connaissance, il n'y a pas de décision internationale de l'ONU interdisant à la France de livrer les Mistral. Donc la France doit honorer sa parole et livrer le Mistral aux Russes. Est-ce à dire qu'en faisant ça, on accepte tout ce qu'a fait M. Poutine? Non. Mais qui va m'expliquer que parce qu'on livre le Mistral, on change les conditions du rapport de force et du rapport géopolitique entre l'Ukraine et la Russie? Enfin, un dernier mot à propos de la Crimée. J'ai été celui qui a expliqué à M. Poutine, et ça fut rude entre nous, que les Kosovars ne voulaient plus vivre avec les Serbes et que M. Poutine, en tant que président de la Russie, devait laisser les Kosovars libres du droit des peuples à se déterminer. Et le Kosovar est né ainsi. En Crimée, un soir de beuverie, M. Khrouchtchev, dans les années 50-60, a décidé que la Crimée appartiendrait à l'Ukraine alors qu'elle était russe. Que les 2 millions d'habitants de la Crimée, dont 80% sont russophones, 20% tatars, veuillent revenir en Russie. Au nom de quoi devrions-nous interdire les habitants de Crimée de faire un choix qui leur appartient, qui ne nous appartient pas? Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est aussi vrai pour les Kosovars que pour les habitants de Crimée. Encore une fois, on mélange tout, la forme et le fond. J'ajoute que si c'était un grand drame, il fallait aller discuter avec M. Poutine. Et on a entendu M. Hollande affirmer qu'il avait, tenez-vous bien, des contacts indirects avec M. Poutine. Je connais M. Poutine. Le contact indirect, ça ne suffit pas pour le convaincre. Bon, j'ajoute dernière chose. On peut défendre l'idée de ne pas livrer les Mistral. Moi, je pense qu'il faut les livrer. Mais on peut parfaitement les défendre, y compris dans ma propre famille politique. Ce n'est pas un sujet qui doit nous fâcher. Alors, ce que je n'accepte pas, en revanche, c'est qu'on décide de la suspension de la livraison du Mistral de manière piteuse, la veille d'un sommet de l'OTAN, parce que le président des États-Unis d'Amérique vous le demande. La France se détermine par elle-même, non pas parce que tel ou tel lui demande d'avoir une position. Et ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour les États-Unis et l'amitié que j'ai pour M. Obama. Bref, en résumé, ça a été mal géré au début, ça a été mal géré pendant, et à l'arrivée, c'est très mal géré. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez été élu en 2007, président de la République. En 2008, j'ai donc travaillé toute ma vie, acheté une maison en Seine-Saint-Denis. 6 mois après, on brûle la voiture de mon fils. On va porter plainte au commissariat. Je félicite d'ailleurs tous les policiers parce qu'ils font un boulot remarquable avec les moyens qu'on leur donne. On connaît les personnes. On pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, monsieur, vous n'avez pas grand-chose à faire. Soit vous arrivez à aménager les choses et calmer le jeu, ou alors vous êtes obligé de vendre et de partir. Voilà ce qu'on vous répond au commissariat. La justice en Seine-Saint-Denis a du mal à passer apparemment, parce qu'apparemment, il ne faudra peut-être pas mettre le feu aux banlieues si la justice est trop sévère. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que la justice passe, même en Seine-Saint-Denis. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai réfléchi à ça et essayé de, faire notre examen de conscience politique.
Je vais vous répondre avec la même franchise, parce que moi, je serais dans votre situation, je réagirais bien pire que vous. Donc, soyez félicités de votre calme et de cette colère contenue qu'on sent et qui est tout à fait respectable. Voyez-vous comme les choses sont curieuses et au fond, la politique, c'est une grande école d'humilité. Pendant 4 ans, j'étais ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République. On a cessé de me dire à chaque instant « Mais tu en fais trop. Ils ne te suivent plus. » J'ai été traité de Laval, de Pétain, de dictateur. Sur les kiosques de Paris, cet homme fait peur. Je me souviens d'une une particulièrement aimable de 2 hebdomadaires. Est-il fou? Et je dois dire que l'analyse des 7 psychiatres à qui on avait demandé leur avis était partagée. Je veux dire qu'il y en avait 1 ou 2 qui étaient indulgents. Pour les autres, mon cas était réglé, c'était bien évidemment. Je n'ai pas oublié ma visite à la Courneuve, ici, parce que je suis venu bien souvent. Et, président de la République, j'ai mis en œuvre les peines planchées. J'ai été, pendant 4 ans, appelé le premier flic de France, j'en étais d'ailleurs très fier. Quand il y a eu les émeutes de 2005, je peux venir devant vous, moi je n'ai pas de sang sur les mains. Je n'ai pas reculé, mais il n'y a pas un policier qui est décédé et il n'y a pas un émeutier ou un manifestant. On n'a pas eu d'affaire Malik Oussekine. Je dois certainement très mal m'y prendre. Mais enfin, on n'a pas reculé et il n'y a pas eu de violence. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit, imaginez que ça soit passé à mon époque. On voit déjà le défilé de toutes les bonnes consciences. Il y avait eu la polémique sur la racaille, sur le Karcher, etc. Bon. Et puis, je reviens et on dit, sans doute à raison, au fond, t'en as pas fait assez. C'est ça que vous pensez. Pour ceux qui m'aiment, ils pensent gentiment. Pour ceux qui m'aiment moins, ils pensent plus fortement. Mais c'est ça qu'ils pensent. Quand j'ai fait le discours de Grenoble, je demandais le retrait de la nationalité pour les uns. Je posais la question des Roms en disant c'est pas parce qu'on est Rome qu'on a le droit de ne pas payer d'impôts, de ne pas travailler, d'organiser des réseaux qui exploitent les enfants, les campements illégaux. Souvenez-vous de tout ce qui m'est tombé sur les épaules. Et souvenez-vous aussi de mes propres amis qui aujourd'hui, pour certains, disent que j'en ai pas fait assez, mais qui à l'époque, quand je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Je me dis, mais où est-ce qu'ils sont passés? Qu'est-ce qui se passe? Y compris, je suis d'accord, au groupe. Bon. Mais ça, c'est le passé. Et nous avons à regarder l'avenir. Et moi, je dois faire notre examen politique. Sur la question de l'immigration, on aurait dû sortir de Schengen avant. Je l'ai dit, mais je n'ai pas eu, je dois le dire, la préséance de le faire. Parce que je ne crois pas à la possibilité de réformer Schengen si nous ne passons pas par un temps de politique de la chaise vide pour obliger à changer de système fondamentalement. Sur l'insécurité, bon, le chiffre qui explique tout, 50% de la délinquance sont le fait de 5% des délinquants. Donc, il est incontournable de poser pour ces multirécidivistes la question de la prison, contrairement à ce que j'entends dire. Il n'y a pas trop de gens en prison, il n'y en a pas assez. Et dire cela, ce n'est pas dire que la prison, c'est la solution à tout. Mais quand quelqu'un arrive devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour la 17e fois, il ne doit pas être jugé pour ce qu'il a fait la 17e fois, mais pour l'ensemble de son œuvre qui l'a conduit à menacer l'équilibre de la société. Dire cela, ce n'est pas dire que la prison, c'est la panacée. C'est ce que je me fais comprendre. Parce que je sais que dans la prison, il peut y avoir l'école du crime, il peut y avoir beaucoup de choses.
Mais cela veut dire que nous mettrons, nous les républicains, la protection de la société avant ce cancer qui est celui du laxisme, de la démission et au fond de la peur de la société face aux éléments les plus violents. Les forces républicaines de sécurité, ce qui s'est passé avec ce malheureux garçon qui a perdu la vie, c'est bouleversant pour lui, pour sa famille, pour ceux qui l'aimaient. Mais quand j'ai vu les images de véritables émeutes, je me dis, mais si on ne veut pas d'ennui avec les forces de police et de gendarmerie, c'est quand même mieux, en pleine nuit, de ne pas chercher à les affronter. Dire cela, c'est les manquer de respect à personne. Mais quand même, j'ai étudié, monsieur, le système judiciaire et policier des autres grandes démocraties. N'allez pas vous amuser de manquer de respect à un policier américain. Parce qu'il peut vous en cuire. Quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, l'uniforme, il ne le respecte pas. À partir de ce moment-là, pourquoi se gêner? C'est une bagarre comme les autres? Non, ce n'est pas une bagarre comme les autres. Parce que lorsque l'on lève la main sur un serviteur de l'ordre républicain ou de la République française, on lève la main sur la République et c'est beaucoup plus grave que de lever la main sur quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un symbole, parce qu'il y a une autorité, parce qu'il y a un ordre qui est l'ordre républicain. Ça ne veut pas dire, bien au contraire, que les policiers ou les gendarmes peuvent faire n'importe quoi. Et moi, je suis pour qu'il y ait des enquêtes, qu'on voit s'il y a eu une bavure, parce qu'elle est intolérable, parce que la force n'est légitime que si c'est une force républicaine. Et de ce point de vue, encore une fois, quand on a les émeutes de 2005, comparé avec les émeutes de Los Angeles, comparé avec les émeutes de Birmingham, comparé avec ce qui s'est passé à Boston encore il y a quelques semaines aux États-Unis, et vous verrez que les forces républicaines de sécurité françaises sont vraiment des forces républicaines, parce que, fort heureusement, des drames comme ceux que nous venons de connaître sont extrêmement rares. Alors, pour nous, et ça sera toute la question de notre projet en matière judiciaire et en matière de sécurité, je crois qu'il est indispensable de revenir à deux mesures. Je reste convaincu que la jurisprudence du tribunal correctionnel de Bobigny changerait du tout au tout si les jurys populaires étaient au sein des juridictions de jugement dans le tribunal correctionnel de Bobigny, parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui déciderez, et non pas simplement des juges professionnels qui viennent passer 4 ou 5 ans en Seine-Saint-Denis et qui après s'en vont. Regardez les socialistes, ils disaient mais le peuple. Mais nous avions mis le peuple dans les tribunaux correctionnels. Pourquoi l'ont-ils retiré? Eux, ils préfèrent mettre les syndicats. Mais ça, c'est pas la même chose. Et la deuxième chose, c'est que la question des peines planchées, vous savez, pour les multirécidivistes, non seulement on devra y revenir, mais on devra aggraver le système. Parce qu'il y a un moment donné où la société et la République doivent se défendre. Monsieur le Président, bonjour. Je me permets de vous poser cette question, à savoir, vous n'êtes pas sans ignorer que la France est le seul pays d'Europe qui paye l'ISF. Tout à l'heure, vous parliez de toutes ces familles qui, pendant des années, ont beaucoup travaillé et qui, du jour au lendemain, se retrouvent confrontées à cet impôt, tout simplement parce qu'il y a eu la flambée de l'immobilier, parce que les terrains ont augmenté. Et il y a aussi un problème, à savoir la fuite de tous ces gens, voire très riches et moins riches, qui quittent la France. Ce sont donc des gens qui consomment moins, enfin même pas du tout, en France, qui n'investissent plus, qui n'achètent presque plus rien, qui vont dans des pays limitrophes tels que la Belgique. Et je voulais vous demander pourquoi, lorsque vous étiez président de la République, vous n'avez pas supprimé cet impôt qui, quelque part, est injuste, et avoir aussi conscience que des familles, d'année en année,
s'appauvrissent, donc c'est de l'argent en moins qu'ils auront à transmettre à leurs enfants. Donc j'aimerais savoir quel est l'avenir de cet ISF. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous répondre avec la même franchise. Je m'étais engagé dans ma campagne de 2007 à faire le bouclier fiscal, madame. Et le bouclier fiscal, c'est encore mieux, puisque j'avais dit, c'est d'ailleurs exactement ce que je pense, que payer des impôts du 1er janvier au 30 juin, c'était bien suffisant, et qu'on pouvait laisser à votre disposition le fruit du travail du 30 juin au 31 décembre. Le bouclier fiscal, je l'ai fait. La majorité l'a voté. Et lorsque je l'ai fait, ceux qui étaient contents se sont tus, et ceux qui étaient mécontents m'ont attaqué matin, midi et soir. Donc il y a une question qui se pose pour nous pour l'avenir. C'est des liens qu'il y aura entre nous et de la force qu'on y mettra chacun. Je vais répondre à la question sur l'ISF. Parce que le matraquage de la pensée unique, l'orientation systématique du débat public contre nous et contre nos idées, le ciblage pendant 5 ans, pardon, sur un seul homme, parce que M. Hollande se plaint de son traitement, mais alors, il a oublié le mien. Et malgré tout, il y avait moins de raison avec moi. Bon. Il est vrai que je ne me dissimule pas, moi. Donc on s'est trouvé au cœur d'une polémique qui a enflammé la majorité, avec un certain nombre de mes propres amis, qui reculaient même pas en crabe, qui avaient marché la marche arrière à fond. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est bien ça dont il s'agit. J'en profite pour vous dire, madame, que jamais nous n'avons reculé devant la rue. Lorsque Valérie Pécresse a porté à ma demande le projet d'autonomie des universités, on a tenu. C'est la première fois qu'on tenait. Lorsque Xavier Bertrand a fait à ma demande le service minimum dans les transports en commun, on a tenu. Et lorsqu'il a fallu réformer le régime des retraites des cheminots, des gaziers, de la SNCF, j'ai moi-même été un dépôt, président de la République de la SNCF, où certains m'ont insulté, mais j'ai dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, je crois à l'égalité des Français devant la retraite. Il n'y a aucune raison que vous cotisiez moins alors que les Français cotisent plus. Ce n'est pas la République, ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Sur la question de l'ISF, je pense qu'il est très important qu'on désidéologise le débat fiscal français. Sinon, on ne s'en sortira pas. On peut parfaitement garder l'ISF, mais dans ce cas-là, il faut sortir d'Europe. Si on veut rester dans l'Europe, et je veux qu'on reste dans l'Europe, il faut supprimer l'ISF. Il faut donc porter le débat, non pas sur la question du cadeau aux riches, ou du débat français marqué par le marxisme. Parce qu'en France, quand même, on est un pays bizarre. On n'a pas honte d'être communiste. Parce que, à ma connaissance, le mur de Berlin, ce n'était pas les libéraux. Le mur de Berlin, c'était le marxisme et les communistes. Bon, il y a 80 millions d'Européens qui ont vécu en dictature au nom d'une idéologie qui a été un drame pour le continent européen et un drame partout où elle a été imposée dans le monde entier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des communistes sincères, je dis que l'idéologie a été un drame. Donc, je souhaite ensuite que nous nous rapprochions de nos partenaires allemands et que nous imaginions, alors qu'ils sont nos premiers clients et que nous sommes leurs premiers fournisseurs, une zone de fiscalité harmonisée, parce que la question de la fiscalité est simple. Elle est de comment faire pour que nos entreprises puissent résister à la concurrence du monde entier. Elle n'est pas de savoir si vous êtes libéral, si vous êtes socialiste, si vous êtes social-démocrate, si vous êtes chrétien-démocrate. Elle est, dans le monde ouvert qu'il est, de faire en sorte que nos entreprises puissent créer des emplois pour vos enfants. Et à partir du moment où les biens et les personnes peuvent circuler, on ne peut pas être les seuls en Europe à en avoir un impôt sur le patrimoine. Donc, en résumé, on le supprime, mais pas pour des raisons idéologiques, tout simplement parce qu'on est en Europe, qu'il n'y a plus de frontières, en tout cas de ce point de vue-là, et que nous devons en tirer la conclusion
que si on a la fiscalité la plus lourde, eh bien ce sont les gens dont on a le plus besoin qui vont partir et ceux dont on a moins besoin qui vont arriver. J'en profite pour vous dire que sur les prestations sociales, quand au début de cette campagne j'ai dit qu'il fallait en finir avec le tourisme social, tout le monde m'est tombé dessus et la Cour de justice européenne vient de décider que le tourisme social, ça existait. Quand je l'ai dit, ça n'existait pas, c'était un fantasme, c'était une lubie. On ne pourra pas continuer, il faudra supprimer l'AME, parce que ce n'est pas possible, le remplacer par des prestations en nature, et notre ISF sera supprimé au nom de notre idéal européen. Comme ça fera plaisir à tous ceux qui voudraient nous attaquer sur nos rapports avec l'argent ou avec les personnes qui ont des biens. J'en profite pour vous dire une dernière chose. C'est normal de payer des impôts quand on gagne plus, mais ce qui est parfaitement anormal, c'est d'insulter les gens qui payent des impôts. Parce que le jour où ces gens-là ne payent plus d'impôts, il n'y a plus d'allocation sociale pour personne. Une dernière question. Monsieur le Président, Jacques Leroy, conseiller général du Val-de-Marne et élu de Saint-Maur. J'en profite pour vous dire qu'il y a dans la salle de nombreux Val-de-Marnais, puisque dans le Val-de-Marne, on n'a pas eu le plaisir de vous recevoir. Donc pour l'instant, j'ai vu le maire d'Ormesson, il y a des Val-de-Marnais un peu partout. Nous sommes très heureux d'être ici pour vous soutenir. Alors, ma question concerne sur ce que vous souhaitez faire de l'UMP, parce qu'il y a deux thèses schématiquement. Il y a une thèse qui consiste à dire la thèse du repli sur soi, d'un parti fort, mais qui risque fortement d'être minoritaire. Or, pour gagner les élections, il faut être majoritaire. Alors nous sommes nombreux à vous rejoindre sur l'idée selon laquelle il faut ouvrir cette nouvelle UMP, même si elle s'appelle différemment, à plus que ce que nous sommes, et notamment au centre. J'observe qu'au niveau du centre, c'est quand même pas non plus la joie, si j'en juge, à l'élection récente de leurs représentants, sans compter que M. Bayrou est là à l'affût. Alors, comment comptez-vous réunir cette vaste famille qui va de la droite modérée au centre, qui celle-là est majoritaire? Bon, enfin, moi je n'ai... À ma connaissance, je n'ai pas proposé l'adhésion de M. Bayrou, franchement. Franchement... Parce que lui... c'est pas qu'il a soutenu Hollande, c'est qu'il était devant, il l'a porté. Oui. Puis je vois qu'on me conseille de devenir Premier ministre aussi, mais avec des conseillers pareils, il n'y a pas de problème. On est sûr de se perdre. Bon. Alors, la question très importante de l'organisation de l'opposition. Je pense exactement pour l'opposition dans son ensemble ce que je pense pour notre famille en particulier. Nous n'avons pas les moyens de nous diviser. Tout ceci n'a pas de sens. Au niveau où se trouve le Front National, pour les raisons que j'ai indiquées, nous n'avons pas le droit de nous rassembler en chapelle. Nous devons nous rassembler tout court pour obtenir que des régions comme la région Île-de-France, que des départements comme le département de la Seine-Saint-Denis ou que la République française aient la chance de tourner la page du socialisme et de ce qu'on voit aujourd'hui. Comment y arriver? Vous savez, jusqu'aux confins de l'univers, ce sont les mêmes règles qui s'imposent. Jusqu'aux confins de l'univers est ce qu'on appelle la gravité. La gravité, la grosse boule tire la petite. Je crois à la gravité. Si nous sommes larges, forts, puissants, rassemblés, nous attirerons les autres. Si nous sommes petits, impuissants, faibles, les forces centripètes nous conduiront à exploser. Le choix pour nous n'est pas de savoir artificiellement comment on va négocier avec les radicaux, comment on va négocier avec l'UDI, comment on va négocier avec la démocratie chrétienne, avec qui vous voulez. Le choix, il est autre. Si on est fort, les forces centrifuges conduiront au rassemblement autour de nous. Si on est faible, les forces centripètes conduiront à l'explosion de tout le monde. Souvenez-vous de l'époque du RPR et de l'UDF. Très intéressant. Quand le RPR a explosé, entre d'un côté Chirac et de l'autre côté Pasqua et Séguin, l'UDF a explosé dans la foulée. Les forces de division ne s'arrêtent pas.
Et les forces de rassemblement ne s'arrêtent pas non plus. Donc, dans mon esprit, rassemblons-nous, soyons le plus fort, le plus puissant, et vous verrez d'autres personnes venir. Moi, je veux parmi nous, cher Bernard, des sportifs, je veux des intellectuels, je veux des artistes, je veux des chefs d'entreprise. Faisons d'abord le rassemblement de tous les Français. Ne comptez pas sur moi pour faire des négociations d'état-major, où à peine on s'est assis à la table qu'on a déjà donné la moitié de son énergie à celui qui est en face. Quand on a beaucoup d'énergie, on ne la partage pas comme ça. J'ajoute puisque vous êtes du Val-de-Marne, pour les élections régionales, j'en ai parlé avec Valérie, mais elle en parlerait bien mieux que moi. Moi, mon idée est très simple, c'est que nos têtes de file conduisent les négociations politiques région par région. Parce que je connais trop le système national. Vous asseyez et vous sacrifiez 4 ou 5 régions sur l'autel de l'accord national. Moi, je crois à la décentralisation des responsabilités et des compétences. Je fais toute confiance à Valérie Pécresse dans votre région pour conduire la négociation avec nos partenaires. Si elle a besoin qu'on l'aide, on vous aidera. Mais elle a beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme, elle a beaucoup d'amis, et c'est vous qui conduirez ces négociations. Moi, je ne crois pas à l'état-major, je ne crois pas qu'on est propriétaire de ses électeurs, je n'ai pas envie de diviser la France en petites tranches de gâteau comme cela. Non. Allez, occupons-nous de nous, soyons plus forts possible, et vous verrez qu'on aura de bonnes surprises. En revanche, si on se divise, vous verrez ce qui se passera. Alors, on aura 2 tests pour ça. On aura d'abord les cantonales, puis les régionales. Après, nous, on aura tout notre projet. On verra comment on associe les autres. Il faudra veiller à ne blesser personne, à ne pas s'insulter. Quand il y a un problème, à essayer de le gérer le mieux possible. Et puis après, on aura les primaires. Vous savez, les primaires, bon, il y aurait beaucoup à dire. Moi, je ne voulais pas en faire un problème politique. Donc, tous ceux qui voudront se présenter, se présenteront. Et vous déciderez. La seule chose que je mettrai comme condition pour l'union de toute l'opposition, c'est qu'on reconnaisse les primaires, parce qu'on ne va pas faire les primaires pour avoir plusieurs candidats. Le but des primaires, c'est d'avoir à l'arrivée un seul candidat. Il faudra qu'elle soit le plus ouverte. Et dans ce cas-là, il faudra que les gens disent est-ce qu'on est pour ou contre le pouvoir en place, ou on est pour ou contre l'opposition républicaine. On ne peut pas avoir le beurre, comment dit-on en Seine-Saint-Denis, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Surtout si c'est un crémier. Mes chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous dire juste un dernier mot. On remercie. Oui, allez, la dernière, vas-y. Monsieur le Président, cher Nicolas, Alice Rec de Montreuil, de l'UMP de Montreuil. Je tiens à saluer au passage Valérie Pécresse qui est venue soutenir la campagne de Manon Laporte à Montreuil, qui était une campagne très difficile. Cher Nicolas, une question très importante d'ordre international. Aujourd'hui, en Syrie, il y a un conflit qui pue. Excusez-moi le terme, mais on va le dire comme ça. Parce que quand on coupe les têtes des gens qui ne sont pas comme nous, quand on mange leur cœur, c'est quand même inacceptable. La France a quand même un rôle à jouer. Est-ce que la France ne peut pas mieux faire aujourd'hui? Merci. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Juste les têtes de chapitre. D'abord, que les choses soient claires entre nous. C'était la différence que j'ai avec le président Bush à l'époque. Je crois que l'Orient a besoin de diversité et je pense que la diversité est plus importante que la démocratie pour l'Orient. C'est une idée que je développerai un jour. Pourquoi je suis attaché à la survie de l'Irak? Parce qu'il y a des Kurdes, des chiites et des sunnites. Pourquoi je suis attaché à la survie du Liban? Parce que c'est un ensemble de populations qui vivent depuis des temps séculiers dans le Liban. Et pourquoi je suis attaché à Israël, indépendamment de la Shoah? Parce que c'est un fait politique majeur que la présence des Juifs au Proche et au Moyen-Orient. Donc la diversité est capitale. Et de ce point de vue, je veux dire que je ne peux pas accepter, je ne suis militant, je vous le jure, d'aucune église, mais je ne peux pas accepter qu'on incendie les églises en Orient et qu'on pousse les chrétiens d'Orient qui vivent depuis des millénaires sur cette terre d'Orient qui est aussi la leur à partir. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable et ce n'est pas acceptable. C'est un problème de civilisation. De civilisation. C'est d'ailleurs, les chrétiens d'Orient ne sont en guerre avec personne et doivent être respectés.
La question ensuite de l'Arabie saoudite et de l'Iran, des sunnites et des chiites. J'ai cru et je soutiens l'intervention qu'il y a eu en Irak contre les barbares que vous évoquez, mais que personne n'imagine que ce problème sera résolu simplement parce qu'on envoie des avions. Je soutiens. Il y a un problème immense de leadership et de compatibilité entre l'Arabie saoudite sunnite, l'Iran chiite, et la Syrie est exactement au cœur de cette bataille d'influence. Peut-être vous souvenez-vous que dès le mois de juillet 2012, on me l'a d'ailleurs suffisamment reproché, j'ai indiqué qu'il fallait intervenir en Syrie, et si on était intervenu à cette époque-là, on n'aurait pas l'État islamique, parce que l'État islamique, à l'époque, n'existait pas. Il se trouve que j'aime la Syrie, profondément. Je crois que j'ai fait des milliers de kilomètres en Syrie. C'est un des... D'abord, il faut que je vous dise une chose, mon père est hongrois, mais moi je suis méditerranéen. Bon. Je pense que quand on tourne le dos à la Méditerranée, on ne tourne pas le dos à son passé, on tourne le dos à l'avenir. Je pense que le berceau de la civilisation, c'est la Méditerranée, et que partout, dans tous les pays, j'ai été dans tous les pays de la Méditerranée, j'ai toujours été chez moi. Parce qu'il y a une civilisation méditerranéenne, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Europe du Sud, c'est la même civilisation, c'est le même bassin, c'est la même mer. Donc, ce pays civilisé qu'est la Syrie, Damas, qui est une capitale exceptionnelle, ne peut pas être simplement dans les mains d'un dictateur sanglant, et le monde entier, regardez hagard ce qui se passe avec maintenant l'État islamique. J'ajoute que le choix n'est pas entre les dictateurs laïcs ou la folie des extrémistes. Tous ces gens ont le droit aussi de vivre leur culture et de vivre en paix. Regardez ce qui s'est passé en Égypte, qui est extrêmement intéressant. M. Morsi, pendant 9 mois au pouvoir, a fait plus de mal pour les frères musulmans que toutes les campagnes de l'Occident. Parce qu'il y a un moment donné où les gens se rendent compte que quand les frères musulmans sont au pouvoir, ça ne donne rien. Regardez ce qu'a fait très intelligemment, remarquablement, le roi du Maroc en nommant un Premier ministre, entre guillemets, islamiste. C'est lui qui doit aujourd'hui annoncer l'augmentation du prix du pétrole. Et le Maroc est un pays stable. Regardez en Tunisie ce qui s'est passé quand Ennahda était au pouvoir. Les Tunisiens, avec la force, le courage et l'intelligence qui en a leur, quand ils ont fait les élections législatives, ils ont battu Ennahda. Parce qu'il y a un moment donné, quand on est des démocrates comme nous, c'est aux Marocains, c'est aux Algériens, c'est aux Tunisiens, c'est aux Syriens d'exiger le gouvernement qui est le leur. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est bien pour eux ou ce qui n'est pas bien pour eux. Parce que si on est démocrate et qu'il y a des gouvernements qu'on aime et des gouvernements qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'est pas tout à fait démocrate. Il y a un moment donné où il faut faire ça. Donc, lutte contre l'État islamique, la protection des Syriens qui souffrent le martyre, un des pays les plus civilisés du monde, contre ce dictateur qui est Bachar el-Assad. Et enfin, je voudrais qu'il y ait une diplomatie française qui comprenne que la Méditerranée, c'est nous. Et que quand la Libye s'effondre, parce que plus personne ne s'en occupe, quand la Syrie est divisée à ce point-là, c'est notre sécurité, notre avenir. Parce que si les jeunes ne peuvent plus travailler dans ces pays-là, ils voudront venir chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, qui fait 800 km de large, et que ça pose un problème considérable pour nous. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je veux que vous compreniez que la famille politique que nous allons construire, je veux lui donner une dimension internationale. Et je veux qu'elle s'inscrive dans la logique d'une planète de 7 milliards d'habitants, dont 4 milliards habitants en Asie, et non pas simplement recroquevillés sur les 60 millions que nous sommes. On ne peut pas définir un projet économique efficace en ignorant la totalité de ce qui se passe dans le monde, sans jamais être sur le continent sud-américain, sans jamais être en Asie, et en ignorant les problèmes des autres. Donc, croyez-moi, il y aura des débats de ce point de vue, un engagement de ce point de vue, beaucoup plus important encore que vous l'imaginez. J'ai même dans le rêve que la direction de notre parti ait comme règle, tous les mois ou tous les 2 mois, d'aller passer 2 ou 3 jours dans un pays pour comprendre, pour faire un peu de benchmarking, comme on dit, sur les idées des autres, pour comprendre ce qui se passe. Comment parler des problèmes de l'islam sans jamais aller en Orient, comment parler de la concurrence avec l'Asie sans avoir mis les pieds en Chine, comment comprendre que nous sommes si proches des Sud-Américains sans avoir été se promener dans les rues de Buenos Aires, qui n'est rien d'autre que le Paris de 1950. C'est frappant quand on se promène là-bas. C'est absolument magnifique, c'est toute la culture française qui s'y trouve. Donc je souhaite donner une ouverture à l'international qui concerne votre vie de tous les jours. Ne croyez pas que ce n'est pas en lien avec votre vie toujours. Et celle est la vie
de vos enfants. Enfin, je veux terminer vraiment en vous disant une chose. Le vote que vous allez exprimer le 29 est beaucoup plus important que vous imaginez. Je vous demande de comprendre ça. Ce n'est pas une petite affaire. Parce que de votre mobilisation, du score que vous me réserverez, dépendra la force et la légitimité de l'équipe qui sera à la tête de la famille politique qui est la nôtre. Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de Sarkozy ou pas Sarkozy. Voulez-vous qu'on soit fort? Dans ce cas-là, votez. Voulez-vous qu'on soit fort? Dans ce cas-là, rassemblez-vous derrière nous. Et je vous le jure, c'est un engagement que prenons nous. Vous serez fiers de la famille politique que nous allons construire ensemble. Merci.